Bonjour à à tous et à toutes et à tous. Becbédé disait très justement, vivre, c'est attendre qu'il nous arrive quelque chose. Je trouve ça assez excellent, particulièrement dans notre secteur du BTP, où on est en constant mouvement, secteur mécanisé, qu'il est difficile pour l'employeur de respecter ses obligations, de garantir la sécurité de ses salariés, obligations qui sont mises à sa charge par la législation. Les occasions d'accidents du travail sont malheureusement quotidiennes. Les entreprises sont régulièrement confrontées à des salariés qui déclarent, dans le cadre de leur exercice professionnel ou lors d'un déplacement, un accident qui va être par nature qualifié d'accident de travail. Pour les employeurs désemparés par la soudaineté d'un accident ou par la nouveauté liée à l'absence de précédent de ce type dans l'entreprise, ou encore les entreprises qui vont émettre des doutes sur l'origine professionnelle d'un accident, que faire? Comment réaliser une déclaration? Quelles sont les formalités obligatoires à respecter? De quelle manière l'employeur peut-il émettre des réserves? Compte tenu de leur excellente prestation sur le précédent webcafé de mars qui portait sur l'arrêt de travail, nous avons choisi de réinviter nos partenaires de la CPAM de l'Aube afin de vous aplanir le parcours du combattant qui va attendre l'entreprise dans ce cadre, qui va être confronté donc à une déclaration d'accident de travail ou de trajet. Comme d'habitude, les entreprises connectées pourront poser leurs questions par écrit, qui seront traitées soit en cours de visio, si elles ont un rapport direct avec l'exposé en cours, soit dans une deuxième partie. Nous retrouvons ainsi Aïssatou Diawara, Nadège May et nous accueillons également Xavier Demézy. Bonjour à vous, merci de bien vouloir renouveler ce mois-ci l'expérience du webcafé. Je vous cède l'antenne, à vous les studios. En tout cas, on remercie la CAPEB une fois de plus pour cette invitation qui permet d'être au plus près de ses cotisants et de leur apporter une information complète. Donc, pour ma part, je suis Madame Diawara Issatou, déléguée à la relation entreprise. Donc, je suis un interlocuteur privilégié au sein de l'assurance maladie de l'Aube et on va essayer de vous répondre au mieux par rapport à la déclaration d'accident du travail qui peut subvenir au sein de votre société. Donc, concernant la déclaration d'accident de travail ou de trajet, on va déjà vous donner une définition très simple qui émane de la Caisse nationale. Donc, concernant l'accident du travail, c'est un fait accidentel et considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Donc, il y a 3 éléments qui caractérisent l'accident du travail. Un événement soudain localisé dans l'espace, le temps de façon précise, une survenance par le fait ou l'occasion du travail sous la subordination de l'employeur, bien entendu, une lésion comme conséquence de cet événement. Ensuite, l'accident de trajet. L'accident de trajet peut se produire pendant les trajets aller ou retour entre le lieu de travail et le lieu de domicile de vos salariés, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où ils prennent le repas. Le domicile inclut la résidence principale, la résidence secondaire ou un lieu fréquenté de façon habituelle pour des motifs familiaux. Ça peut être déposer un enfant auprès d'une assistante maternelle ou d'une crèche, par exemple. L'itinéraire doit être le plus direct possible, mais peut inclure de brefs arrêts liés aux nécessités de la vie courante, covoiturage régulier, enfants à déposer à l'école, comme je l'ai précisé. Ouais, donc on voit déjà par ce développement-là les difficultés qui peuvent survenir pour essayer de prouver que ce n'est pas un accident du travail, parce que la définition est quand même très, très large. Tout à fait, elle est très vaste. Donc justement, on va essayer d'être au plus près des démarches vis-à-vis des employeurs, donc vraiment de s'adapter à votre réalité de terrain. Donc les principes clés, c'est-à-dire que vous devez remplir ce formulaire de déclaration d'accident de travail ou de trajet
Et donc, la victime dans un accident de travail ou trajet doit, sauf cas majeur, en informer l'employeur ou l'un de ses préposés au plus tard dans les 24 heures. Donc ça, après, c'est la théorie. On est d'accord que la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Oui. L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la CPM dont relève la victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis salarié dans le département de Lyon, mais je travaille dans l'Aube. L'employeur doit faire sa déclaration dans le département de Lyon, le lieu de résidence. Ce délai de 48 heures ne comprend pas le dimanche, les jours fériés, et ne commence à courir qu'à partir du jour où l'employeur ou son représentant en a été informé et non la date de l'accident. Parce qu'en effet, il y a toujours un décalage entre le jour de l'accident. Ça se peut que l'accident est survenu un vendredi, en fin de semaine, et que l'employeur n'a été au courant que le lundi. Oui, ou quelquefois, c'est peut-être pas considéré tout de suite comme quelque chose de grave ou quelque chose qu'il faille remonter et ça risque de développer du coup le délai avant la déclaration. C'est aussi l'une des possibilités. Le fait justement d'expliquer ces principes clés permet aussi à l'entreprise de communiquer davantage avec ses salariés, de leur expliquer, parce que comme vous venez de souligner, le salarié peut dans le doute se dire c'est bénin, attendre un petit peu, alors que l'employeur, malheureusement, derrière, ça le met en porte-à-faux, car en étant rigoureux dans sa gestion du personnel, pourrait faire les démarches pendant le temps imparti, tout simplement. Donc l'employeur, lui, une fois qu'il a fait cette déclaration d'accident du travail, se doit de donner une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle que nous visualisons. Et cette première feuille-là permet de dispenser l'avance de frais du salarié, c'est-à-dire que le salarié, ça lui évite d'avancer les frais auprès des professionnels de santé. Ça peut être un médecin, ça peut être un dentiste, ça peut être un chirurgien, auprès des différents professionnels. Voilà. Donc, cette première feuille doit être délivrée par l'employeur, mais après, il y a un encart de renouvellement qui se trouve en bas de la page et après, c'est à l'assurance maladie de délivrer les autres volets. Donc, comme on l'expliquait, une fois que la déclaration d'accident du travail est faite, sur le moment, l'employeur peut émettre des réserves. Qu'est-ce que ça veut dire, les réserves? Donc, les réserves, l'employeur émet un doute quant au caractère professionnel de l'accident. Donc, comment contester le caractère professionnel de l'accident du travail? Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. En tant qu'employeur, vous pouvez mettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail. Vous pouvez le faire de préférence en joignant vos réserves à la déclaration d'accident du travail, donc le jour même, ou bien dans un délai maximum de 10 jours réception à la CPM à compter de la date de l'établissement de celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Madame Diawara a un accident du travail le 2, cela signifie que l'entreprise, au plus tard, nous devons réceptionner la déclaration le 12 à l'assurance maladie. Pour être recevable, vos réserves doivent être motivées. Elles doivent porter des faits étayés par des éléments objectifs. Les éléments que vous communiquez à la caisse primaire d'assurance maladie doivent permettre de penser sérieusement à l'un des cas suivants. Il n'y a pas eu d'accident. L'accident n'est pas survenu pendant ou l'occasion du travail, ou l'accident est survenu alors que votre salarié est isolé sans autorisation pour exercer une activité personnelle. Ouais, ça restera les cas quand même. C'est vrai que… Après, on a l'exemple typique du footeux du dimanche. C'est un exemple. Par exemple, Monsieur Dupont qui a fait son petit foot du dimanche, d'autant plus qu'actuellement c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Il se foule la cheville, il arrive le lundi matin sur son chantier, ses collègues le voient boiter avant sa prise de fonction. Donc là, par exemple, en allant chercher son matériel, il peut simuler une chute dans les escaliers. C'est un exemple. À ce moment-là, l'employeur peut en effet émettre des réserves, mais c'est motivé par le fait qu'il a bien vu son salarié boiter avant sa prise de fonction. Ouais, je ne suis pas sûr que ça suffise à matérialiser l'absence d'accident du travail. Mais bon, c'est vrai que bon, ce sont des… On donne cette possibilité-là. Ouais. Voilà, il y a aussi le cas par exemple, sur un chantier où le salarié va s'absenter pour aller à la supérette qui est au coin de la rue pour aller s'acheter une bouteille d'eau parce que voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, il se soustrait à la subordination de son employeur. Donc, s'il lui arrive quelque chose à ce moment-là, il ne sera pas couvert par les risques professionnels. Voilà, c'est un des cas. Alors, effectivement, c'est assez rare parce qu'en général, les gens font attention, mais bon. Il suffit que, et voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les réserves doivent être motivées.
particulièrement motivé. Ce n'est pas uniquement parce que… Alors, le doute, on peut toujours avoir un doute, mais le doute doit être étayé par des éléments concrets. Donc justement, au regard de ces éléments que vous aurez transmis, s'ils sont factuels et précis, la CPM procédera à des investigations pour les vérifier. Si elles sont jugées motivées, des investigations seront menées. Donc en effet, on donne la possibilité à l'entreprise, il ne s'agit pas de mettre « j'émets des réserves » uniquement. Après, je remets aussi les choses dans le contexte où ce n'est pas parce qu'on émet des réserves qu'il y aura un refus de la prise en charge de l'accident. Au contraire, c'est juste qu'on aura des investigations un peu plus poussées. Voilà. Et d'une part, ça, effectivement, il ne suffit pas de dire j'émets des réserves quant à l'accident du travail. Il faut que, comme je vous disais, qu'elles soient étayées. D'autre part, il ne faut pas non plus… Il y a certains employeurs, parfois, ont un peu peur du fait qu'ils remplissent une déclaration d'accident du travail. Ils se disent, à partir du moment où j'ai rempli une déclaration d'accident du travail, l'accident du travail va être pris en charge. Pas du tout. Hein, ça c'est pas une reconnaissance, oui, tout à fait. Voilà, ça n'engage en rien l'employeur. C'est juste une démarche administrative qui est nécessaire, qui doit donc être faite par l'employeur. Et en revanche, l'accident peut très bien être pris en charge comme il peut être rejeté. Voilà, il n'y a aucune garantie là-dessus. Nous, après, si on a besoin de mener des investigations, on va les mener. Et en fonction des résultats de nos investigations, on prendra une décision, prise en charge ou refus de l'accident du travail. Donc justement, par rapport à cette déclaration, il y a également le cas particulier des travailleurs intérimaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise utilisatrice doit remplir ce formulaire de déclaration d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, donc qui est transmis à l'entreprise finale, donc l'agence de travail temporaire. Donc, l'entreprise utilisatrice doit déclarer son accident du travail dans un délai de 24 heures. L'assuré doit déclarer son accident du travail dans un délai de 24 heures à l'entreprise utilisatrice, qui celle-ci pourra transmettre cette information préalable en recommandé avec accusé de réception à l'entreprise de travail temporaire qui est chargée au final d'établir la déclaration d'accident du travail. Donc, cette formalité-là se fait toujours papier. On ne peut pas la faire en ligne, pour information. S'il y a un retard du salarié qui déclare plus tard à l'entreprise utilisatrice, du coup, forcément, ça entraîne un retard de transmission à l'entreprise de travail temporaire. Qu'est-ce qui se passe du coup après? Il y a un rejet, ça se matérialise comment le fait d'être en retard? Faire un petit courrier d'avertissement, mais après, il faut vraiment que le retard soit conséquent. Donc là, on est plus sur de l'informatif en expliquant qu'ils n'ont pas respecté le délai des 48 heures imparti. D'accord, d'accord. Donc après, l'assuré, lui, pour sa part, la seule formalité qu'il doit faire, c'est transmettre le certificat médical initial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois que la déclaration d'accident du travail est faite, l'assuré doit fournir un certificat qui prouve qu'il a bien été voir le médecin. Donc, la victime doit faire établir par un professionnel de santé un certificat médical initial descriptif de son état de santé et, si nécessaire, de la durée d'avis d'arrêt de travail. Donc, c'est ce qu'on expliquait déjà, ne serait-ce que la déclaration d'accident du travail, les entreprises ne sont pas toujours au courant. Et à l'inverse, il se peut que le salarié, se sentant pas trop bien ou il y a eu un accident, aille directement voir le médecin. Donc, l'une des deux configurations peut arriver. Donc là, nous, ce certificat, c'est quand même l'élément important qui permet déjà de voir si le salarié a des soins ou un arrêt ou les deux. Mais en effet, il faut que nous ayons la déclaration d'accident du travail et ce certificat pour donner suite après à la prise en charge ou non de l'accident du travail ou de trajet. Voilà, il faut savoir que ces deux pièces sont absolument indispensables pour l'assurance maladie pour pouvoir monter un dossier et gérer un dossier d'accident du travail. En l'absence d'une de ces deux pièces, que ce soit le certificat médical ou la déclaration d'accident du travail, qu'on aura réclamé, du coup, on va réclamer la pièce qui nous manque. Et s'il nous manque toujours une des deux pièces, le dossier sera classé sans suite, tout simplement, parce qu'on ne peut pas le gérer. Donc là, je vous ai effectué un récapitulatif de toutes les formalités. Donc, vous avez à chaque fois le lien sur le site amélie.fr au niveau de l'assurance maladie de l'Aube entreprise. Donc, il y a le lien pour la déclaration d'accident de travail trajet avec la référence de l'imprimé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le départ, tout ce qu'on a pu expliquer concerne autant les travailleurs indépendants que les salariés. La démarche reste identique. La seule différence, c'est que quand mes collègues vont être amenés à traiter les dossiers,
peuvent être amenés pour les travailleurs indépendants uniquement. C'est la raison pour laquelle nous l'avons bien souligné. On va leur réclamer un formulaire d'assurance volontaire en cas d'accident du travail. Donc là, après, c'est du cas par cas. Donc, en tant que travailleurs indépendants, ils peuvent être amenés à recevoir ce type de demande. Donc là, on leur a directement mis le lien avec la notice explicative de ce formulaire. Ensuite, il y a le formulaire de feuille de soins accident du travail ou maladie professionnelle. Donc là, c'est une feuille qui est en libre accès sur le site Amélie pour la prise en charge des soins pour éviter l'avance des frais. Donc après, je vous rassure, c'est sécurisé parce que nous, derrière, il faut quand même que ce soit rapproché avec un accident de travail ou de trajet. Donc ça évite que l'employeur soit bloqué parce qu'auparavant, on délivrait les imprimés alors que maintenant, c'est en accès libre. Donc l'entreprise peut télécharger tranquillement le formulaire. Et pour finir, il y a également l'information préalable à la déclaration d'accident du travail dans le cadre où l'entreprise va faire appel à un travailleur intérimaire. Donc, Quand vous parlez du formulaire d'assurance volontaire là, pour les travailleurs indépendants, il a la possibilité de se faire assurer pour les cas d'accident du travail? C'est ça, non? Ça n'a rien à voir? c'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour la partie indemnisation, c'est uniquement pour la partie des soins, pour la prise en charge des soins. D'accord. Demain, j'ai mis le lien, donc pour ne pas rentrer trop dans le détail, il y a une notice explicative qui est expliquée sur le site amélie.fr. OK. Donc, cette déclaration, comme on a pu voir toutes les modalités précédemment, se fait en ligne. Donc, pour ma part, j'effectue la promotion du site Net Entreprise. Donc, c'est un site qui est totalement gratuit pour effectuer les démarches sociales. Et là, en l'occurrence, nous allons voir la déclaration d'accident du travail. Donc, ce site se présente, c'est la page de présentation du site. Donc, ce qu'il faut savoir, dans cette déclaration d'accident du travail, vous n'avez pas besoin d'installation particulière, uniquement une connexion Internet et des codes qui vous permettront d'aller sur le site. Donc, cette déclaration d'accident du travail, qui peut la déclarer? Donc, tous les employeurs ou bien même des cabinets comptables pour leur compte ou le compte de leurs clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise souvent va me dire mon cabinet comptable a déjà des codes. Donc, ce qu'il faut savoir, les cabinets comptables n'effectuent rarement les déclarations d'accident du travail. Et au contraire, il est plus judicieux que ce soit vous-même qui la faites localement au sein de votre structure. C'est-à-dire que la déclaration d'accident du travail, le cabinet comptable a ses propres codes, mais ils ont un portefeuille client où vous apparaissez, alors que vous pouvez avoir vos propres codes à votre nom. Et je suis là pour ça. Donc, moi, je peux procéder à inscription avec vous, vous envoyer une méthodologie pour effectuer cette déclaration que nous allons voir tout à l'heure quand je vais faire la démonstration. Donc, quand déclarer? Donc, toujours le délai de 48 heures après avoir eu connaissance de l'accident. Et comment? Donc, via une saisie en ligne, via un formulaire qui est le reflet du document de l'assurance maladie, ou bien qui peut être déposé par un logiciel. Quand vous avez un logiciel qui vous édite déjà la déclaration d'accident du travail, vous avez aussi une passerelle qui est possible sur le site Net Entreprise qui vous évite de faire de la double saisie. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce délai de 48 heures, c'est que l'avantage, vous avez par exemple votre salarié qui a eu un accident, par exemple le 2 avril, vous avez 48 heures pour le faire. Tant que vous avez une connexion Internet, vous n'avez pas la contrainte des délais postaux parce que c'est une démarche qui est totalement gratuite. Vous le transmettez en ligne. Vous n'avez pas besoin d'aller à la poste, l'envoyer en courrier simple ou en recommandé. Et tant que vous avez une connexion Internet, vous pouvez le faire à n'importe quel jour, au moment de la journée et à n'importe quelle heure. Et d'autant plus que cette déclaration vous permet aussi d'avoir une certaine latitude. Vous pouvez vous permettre d'attendre 24 heures, on va dire, vous avez eu l'accident le 2, vous pouvez vous permettre d'attendre le 3, d'avoir un peu plus de retour de votre salarié pour avoir une déclaration complète que d'être pris par le temps. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur le site Net Entreprise comment faire une déclaration d'accident du travail. Donc là, c'est la page de présentation du site. Donc, je vais sur mon compte, parce que là, forcément, j'ai déjà des codes.
Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à l'attestation de salaire et à la déclaration d'accident du travail. Donc là, ce que nous allons faire ensemble, c'est une déclaration d'accident du travail. Donc là, la première chose à faire, bon, c'est comme à la maison, on n'a pas le choix. Il faut accepter les conditions d'utilisation du site pour passer à l'étape suivante. Voilà. Et donc là, dès cette première page, vous pourrez… Alors, je vais l'agrandir un petit peu quand même. Voilà. Ça va mieux? Oui, c'est mieux, oui. Alors, à ce moment-là, vous avez… ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous faites une déclaration d'accident du travail, vous avez la possibilité de recevoir un accusé de réception logique. Donc là, on va sélectionner le format PDF. Et ensuite, vous avez un menu déroulant qui vous permet de saisir une déclaration. Donc là, vous allez voir, c'est le reflet du document de l'assurance maladie étape par étape. Vous avez la possibilité de déposer un flux. Donc là, on va voir, c'est à partir d'un logiciel de paye, par exemple. Et en passant à l'étape suivante, il y a juste à récupérer le document. Ou bien de reprendre une déclaration en cours de saisie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à faire votre déclaration, si vous souhaitez la suspendre, vous pouvez la suspendre en enregistrant le document sur le bureau et après vous vous reconnectez en récupérant ce document. D'accord. Après, il est vrai que pour ma part, je préconise de faire directement la déclaration en une fois, ce qui vous évite par exemple des perturbations de connexion, d'être déconnecté du site quand c'est les premières utilisations, quand on n'est pas toujours à l'aise avec l'outil. Donc là, comme on peut le constater, il y a le SIRET de l'entreprise. Ici, il y a la possibilité de mettre le code risque. Et après, on va mettre les coordonnées du service de santé au travail, si vous en avez connaissance. Et si je ne me trompe pas, dans le bâtiment, c'est le gaz BTP, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Il se trouve dans la Marne. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ça. Voilà. Donc là, je passe à l'étape suivante, mais comme je n'ai pas mis le code risque, vous verrez, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Même tout au long de la déclaration, si je n'ai pas rempli un champ, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Là, en l'occurrence, pour le code risque, je peux forcer la saisie. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous allons faire, vous avez différentes étapes, 8 étapes qui sont le reflet du document. Nous allons faire une déclaration en ligne. Donc là, la déclaration, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'elle est transmise, va être routée à la CPM du lieu de résidence de votre salarié en automatique. Ce n'est pas comme si vous le faites papier, vous allez vous tromper parce que le salarié n'a peut-être pas mis à jour son adresse au niveau de l'assurance maladie, par exemple. Donc là, au moins, le risque d'erreur est limité. Donc là, on va faire la déclaration d'accident de travail de Monsieur Dupont-Dupont. Donc, Monsieur Dupont-Dupont, il habite 3. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je montre comment faire une déclaration d'accident du travail avec les champs obligatoires. Il n'est pas nécessaire de remplir toutes les lignes. Donc, je vais à l'essentiel. Pour éviter aussi, par exemple, qu'il y ait des fenêtres qui apparaissent avec des éléments manquants, vous allez voir. Je suppose que toute l'adresse est obligatoire, non? Non, simplement le code postal? Voilà, le code postal seulement est nécessaire, ça suffit. D'accord, d'accord. Après, si il y a l'adresse complète, c'est mieux. Après, le code postal suffit. Il y a des petites étoiles, justement, à cet effet. Oui, en fait, c'est recoupé avec le numéro d'immatriculation. C'est avec ça peut-être que vous retrouvez après les adresses complètes. Oui, oui, nous, au niveau de notre base, en effet. Donc après, pour là, donc j'ai mis la date d'embauche. Au niveau de la catégorie de profession, donc comme toutes les professions ne sont pas listées, pour vous éviter de chercher, moi, je vous invite à faire non précisé et de mettre directement la profession. Donc, par exemple, je suis maçon. Voilà. La qualification professionnelle. Donc, vous avez différentes catégories professionnelles, telles que cadre, employé, apprenti, par exemple. Donc là, on va mettre employé. L'ancienneté dans le poste. Donc là, dans notre situation, l'ancienneté est de 1 an et plus. C'est le maximum. Et après, la nature du contrat. Donc là, on peut mettre CDI, CDD. Donc là, on va mettre CDI.
Après, vous avez la case « Autre victime ». Donc là, dans notre accident, ce n'est pas le cas. On passe à l'étape suivante. Donc, la date de l'accident. On va dire que, par exemple, l'accident a eu lieu hier, par exemple. Lors de l'accident, le salarié a un accident à 10 heures. Après, au niveau des champs des horaires, l'horaire seulement où est survenu l'accident suffit. Après, si vous souhaitez mettre les deux plages horaires du matin ou de l'après-midi, c'est possible. Mais là, par exemple, il commençait son chantier à 7h30. Il devait arrêter à 12h30. Donc, c'est bien le moment où l'accident a eu lieu. Ouais, ça permet de qualifier justement, oui, la qualification d'accident du travail, en fait. C'est bien ça qui est. Voilà. Parce que si, par exemple, l'accident du travail a eu lieu en dehors de la plage qui est indiquée, forcément, on va se poser des questions. Tout à fait. Comment mettre les heures réelles? Alors ensuite, ici, vous avez la partie lieu de travail habituel, occasionnel, le lieu du repas ou même l'accident du trajet. Parce qu'on est d'accord que c'est accident de travail, trajet. Donc là, on va mettre lieu de travail occasionnel. Par exemple, il était sur un chantier. Donc là, par exemple, on va mettre le code postal du chantier ou l'adresse du chantier. On va mettre Saint-André-les-Vergers, par exemple. Alors, il y a SIRET du lieu de l'accident. Donc là, c'est souvent pour les entreprises de travail temporaire, pour les intérimaires. Là, en l'occurrence, on met « J'atteste que l'accident a eu lieu en dehors d'une entreprise ou ne pas connaître le SIRET du lieu de l'accident ». Donc là, on va cocher cette case-là. Après, vous avez 3 petits carrés qui reprennent l'activité de la victime lors de l'accident, la nature de l'accident ou objet dont le contact a blessé la victime. C'est-à-dire que dans ces cases-là, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on ait un descriptif de l'activité du salarié. C'est-à-dire comment il a eu l'accident, ce qu'il était en train de faire et ce qui lui est arrivé. Donc là, voilà. Les réserves motivées. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez le faire le jour de l'accident, ou bien vous avez 10 jours à la date de connaissance de l'accident. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, moi, ce que je préconise aux entreprises, si vous souhaitez le faire en même temps que l'accident, c'est faire déjà un document Word, dans la petite case réserve motivée où les champs sont limités, de mettre voir pièce jointe et qu'on peut joindre en fin de saisie. Après, si vous souhaitez émettre des réserves de manière différée dans le délai de 10 jours, ça, à ce moment-là, vous l'envoyez à l'assurance maladie. Quand vous dites vous l'envoyez après par l'assurance maladie, par le même biais informatique ou là par courrier? Par courrier. Par courrier. On peut le faire de manière informatique uniquement le jour même, en même temps, quand vous faites la déclaration en ligne. On ne peut pas rattacher après un document par rapport à une déclaration qu'on aurait préalablement réalisée en ligne. Oui, tout à fait. Nous, on interne après, une fois que le document est envoyé par voie postale, oui, forcément, ça ira dans le dossier concerné. Avec bien entendu les références de l'accident, la date de l'accident, le numéro de sécurité sociale du salarié concerné. Parce qu'une fois que la déclaration d'accident du travail est faite, on ne peut pas revenir dessus. Ça, il faut le savoir. Après, s'il y a des modifications ou autres, elles se feront par voie postale. Au niveau du siège des lésions, donc là, par exemple, on va mettre la main droite. Et la nature des lésions, donc par exemple, vous n'êtes pas médecin, vous pouvez mettre traumatisme, douleur. S'il y a une plaie, vous mettez une plaie. Donc là, par exemple, on va mettre douleur. Donc là, on a rempli la date de l'accident. Après, ici, cette partie-là, ça concerne l'accident, la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, où est-ce que la victime elle a été transportée? Si on ne sait pas, on laisse par défaut non. Cependant, si on sait où est-ce que la victime elle a été transportée, par exemple, ça peut être le centre hospitalier de Troyes, ça peut être les pompiers de Troyes, par exemple. Là, si on ne sait pas, on met non. Parce que le salarié a pu peut-être aller voir spontanément son médecin traitant et l'employeur ne le connaît pas forcément. Après l'accident, s'il n'est pas constaté, par défaut, il sera connu, parce que dans 90% des cas, c'est cela. C'est-à-dire c'est le salarié qui est venu relater les faits
à son employeur. Donc là, en effet, il faut cocher décrit par la victime. Si on a enfin, c'est peut-être ce que vous alliez dire, s'il y a un témoin, un collègue qui voit l'accident et tout, ça va être sur constaté par ou… On va le voir après. Pardon, désolé. Je vous en prie, au contraire, c'est bien, vous suivez. Vous suivez. Donc là, en effet, cet accident, donc soit il est constaté par l'employeur, quand on dit employeur, c'est le dirigeant, le responsable, ou bien par ses préposés, ça peut être un chef de chantier. D'accord. Donc là, l'accident du 29 avril, vous en avez eu connaissance qu'aujourd'hui, le 30. À 9 h, voilà. Donc, il y a 2 cases, avec arrêt de travail ou sans arrêt de travail. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser sans arrêt de travail. Si vous en avez connaissance, tant mieux. Si vous ne savez pas, par défaut, laissez la case sans arrêt de travail. Parce que nous, le salarié, sachant que c'est lui qui va nous transmettre le certificat médical initial, nous, c'est grâce à ce document-là qu'on saura s'il a des dates d'arrêt ou des dates de soins. Oui. En parallèle. Ensuite, il y a le rapport de police. Donc là, c'est souvent le cas lors d'accidents de trajet. Donc là, on passe à l'étape suivante. C'est non bloquant si on n'a pas d'information. Et l'élément que vous évoquiez par rapport à cette notion de témoin se trouve ici. D'accord. Donc ici, j'atteste que l'accident a eu lieu en l'absence de témoins ou de personnes avisées, ou ne pas les connaître. Vous cochez quand on ne sait pas. Et cependant, si c'est le cas, il faut bien mettre témoin ou première personne avisée et bien mettre l'adresse du témoin. Après, certaines sociétés peuvent mettre le nom du témoin, par exemple, mais mettre leur adresse à eux pour centraliser les courriers. Après, ce n'est pas forcément pertinent. Nous, il nous faut vraiment l'adresse du témoin pour la simple et bonne raison que quand on va mener certaines investigations, les courriers seront adressés au témoin. Alors, j'ai encore une question. Témoin, je vois très bien, première personne avisée. C'est quelqu'un sur le chantier qui est avisé, par exemple, on parlait de chef d'équipe peut-être, qui a été avisé de l'accident. Dans quel cas on va cocher première personne avisée? Oui, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas assisté physiquement à l'accident du travail, mais qui en a été informée directement à proximité immédiate du lieu de l'accident. D'accord, et indépendamment donc de l'employeur lors de la déclaration. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc là, une fois qu'on a vu cette notion de témoin, donc il y a renseignement sur le tiers. Donc s'il y a une tierce personne, par exemple, qui est impliquée dans un accident, donc là, on demandera des informations complémentaires. Donc là, ce n'est pas le cas. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a le petit item suspendre. C'est-à-dire que si vous souhaitez commencer à remplir la déclaration et la suspendre, vous avez la possibilité de la suspendre. Et donc là, on arrive à l'avant-dernière étape où vous pouvez aller sur l'item parcourir. Donc cet item parcourir vous permet de récupérer des fichiers, dont par exemple le fameux courrier de réserve. C'est pourquoi j'expliquais vraiment d'anticiper ce courrier de réserve. Soit vous le scannez en PDF, soit vous faites un document Word. Vous vous connectez tranquillement, vous faites votre déclaration. Et après, en fin de saisie, vous pouvez le joindre. Ça permet d'anticiper que de vous retrouver à court, de faire le courrier en même temps et d'être déconnecté. Et donc là, la qualité, donc en bas, vous avez le nom du signataire de la personne qui va faire la déclaration. Par exemple, on va mettre, c'est la responsable des ressources humaines. Donc là, comme j'ai déjà fait une déclaration sur ce poste de travail, j'ai le document qui apparaît. Pour une entreprise qui va faire une déclaration pour la première fois, elle aura certainement une petite fenêtre publicitaire qui va être bloquée selon le navigateur. Il faudra uniquement faire un petit clic droit, débloquer. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est le reflet du document CERFA de l'assurance maladie, donc de la déclaration d'accident de travail ou de trajet que nous venons de faire ensemble. Donc là, vous vérifiez bien tous les éléments. Donc, par contre, il y a juste une petite chose, c'est qu'elle apparaît sur 9 pages. Donc là, vous voyez bien tout. Donc là, ce n'est pas la peine d'imprimer toutes les étapes, vous imprimez que la première page. On referme, ou bien vous l'enregistrez à votre convenance. Et par contre, la déclaration n'est toujours pas transmise. Et c'est en mettant le mot « oui »
Ça y est, la déclaration est transmise à l'assurance maladie. On la recevra aujourd'hui, sachant que nous sommes vendredi, on la recevra dès lundi. À J+1. Donc là, l'accusé de réception, il faut vraiment que l'entreprise ait ce visuel d'accusé de réception pour être sûr à 100% que la déclaration sera reçue par la CPAM. Donc, si cette déclaration, si cet accusé de réception donc n'est pas à l'écran, ça veut dire que l'assurance maladie n'a pas reçu la déclaration. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant et que grâce à cette démonstration, sachez que le document apparaît avant, mais il faut toujours mettre le mot oui pour l'étape de validation. Jusqu'à ce qu'on mette oui, on peut corriger. D'accord. Comment ? Je dis jusqu'à ce qu'on mette oui, oui, on peut corriger. Avant, oui, en effet. Et là, une fois qu'on a l'accusé de dépôt, on ne peut plus revenir sur la déclaration d'accident du travail. Donc là, cet accusé de dépôt, vous pouvez soit l'imprimer ou l'enregistrer. Et là, vous avez une fois de plus un nouveau lien qui vous permet de transmettre la déclaration qui a été envoyée cette fois. Toujours sur 9 pages, hein, donc il faut juste imprimer la première page. Et pour finir, vous pouvez créer la feuille de soins. Donc, il y a une petite case « Générer la feuille de soins ». Donc, ça arrive. Donc là, comme on peut voir, la feuille de soins d'accident du travail ou de maladie professionnelle est pré-remplie pour cet accident-là, pour Monsieur Dupont-Dupont, en recto verso. Après, il y a la théorie et la pratique, parce qu'il est vrai que son entreprise, elle est générée qu'à la fin. Aujourd'hui, vous allez avoir un salarié qui a un accident grave. Je vous ai déjà mis précédemment les références du document pour que la priorité est qu'il aille se faire soigner. Donc, vous pouvez l'imprimer, la remplir de manière manuscrite. Et après, vous, en tant qu'employeur, vous avez tranquillement 48 heures pour faire cette déclaration. Voilà. Voir donc comment effectuer une déclaration d'accident du travail en ligne. Donc, les avantages pour vous, donc, pour cette déclaration, ça permet d'en faire deux en une. La déclaration et la feuille qui permet d'avancer de la gratuité des soins consécutifs à l'accident. La rapidité de traitement. Les informations sont beaucoup plus lisibles que sur du papier carbone ou sur du papier manuscrit quand même. Nous, ce qu'il faut savoir au niveau des procédures de l'assurance maladie, c'est injecter dans nos logiciels. Il est possible de joindre des réserves soit en même temps que l'accident, soit en différé dans un délai maximum de 10 jours, mais bon, là cependant, ce sera par voie postale. Et la réduction des erreurs de remplissage, comme je vous ai expliqué, parce qu'il y a des champs qui sont obligatoires. Et surtout, c'est gratuit. Vous n'avez plus le coût du recommandé avec accusé de réception et la contrainte d'aller à la poste. Et pour finir, c'est une démarche éco-responsable. Vous pouvez enregistrer les documents. Ça vous évite une fois de plus de stocker du papier. Voilà. Donc là, comme vous avez pu voir, le reflet de la déclaration et la feuille. Donc, une fois que la déclaration d'accident du travail est faite, le salarié a fourni le certificat médical initial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, l'entreprise, peut être connectée au service questionnaire risque professionnel. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce site de questionnaire risque professionnel, c'est un service en ligne qui permet aux employeurs, assurés et témoins de répondre au questionnaire établi par l'assurance maladie. Donc, avant, on procédait énormément par courrier. Maintenant, ce n'est plus le cas, de moins en moins en l'occurrence. C'est-à-dire que via cette interface, vous pouvez consulter et télécharger le dossier et émettre des observations. C'est-à-dire que nous, si on a un complément d'information par rapport à une déclaration d'accident du travail ou par rapport au dossier, tout se fera via ce site-là. Donc, les avantages, c'est que pour l'entreprise, ça évite les déplacements à la CPAM de l'Aube. Ça vous permet de consulter, de compléter, de télécharger le dossier de manière dématérialisée.
et d'accéder via votre adresse mail à l'ensemble de vos établissements concernés pour lesquels vous avez un accident de travail ou une maladie professionnelle, par exemple. Et ça vous permet d'être alerté tout le long de l'instruction du dossier parce que vous avez une alerte dès que le dossier est consultable. Améliorer aussi le contradictoire entre les parties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié va faire une déclaration d'accident du travail. Il y a aussi, les informations concernant le témoin. Donc, il y a différents éléments qu'on pourra confronter. Et comme je l'ai expliqué, comme c'est une inscription qui se fait par mail, l'employeur est informé dès que le salarié a ajouté un commentaire sur son dossier durant la période de consultation. Donc, ce site Internet, il se présente via cette page-là. Donc, cette page-là, il y a un item « Se connecter ». Donc, ça, c'est quand on est déjà inscrit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première connexion, l'entreprise reçoit par mail un code d'activation. Donc, ce fameux code d'activation, c'est un code de déblocage. C'est uniquement en fonction du dossier. Donc là, j'ai mis cette page-là pour la simple et bonne raison que souvent, les entreprises vont sur « Se connecter ». Et pour la toute première connexion, il faut aller sur « S'inscrire ». Et en allant sur « S'inscrire », c'est là, à ce moment-là, que vous allez faire une inscription via une adresse mail. Et via cette adresse mail, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut plutôt privilégier une adresse mail générique. Parce que si vous mettez une adresse personnelle et qu'il y a beaucoup de turnover, que ce soit dans un cabinet comptable, un collaborateur qui part en congé maternité ou une personne qui était en CDD qui s'est absentée, vous ne pourrez plus accéder à vos dossiers. Donc, dans la mesure du possible, si vous avez une adresse générique, ça permettra à vos collègues de reprendre le relais derrière pour le suivi du dossier. Donc, comme je vous l'expliquais, une adresse mail peut être associée à plusieurs SIRET, c'est-à-dire cette adresse mail justement sur laquelle j'insiste, ça vous permet d'avoir accès à plusieurs établissements. Dans la mesure du possible, une adresse mail générique pour plusieurs destinataires pour qu'il y ait vraiment une continuité du traitement du dossier. Et d'avoir aussi plusieurs utilisateurs, il y a la possibilité aussi d'avoir plusieurs utilisateurs possibles. Donc, il y a des droits administrateurs, donc il y a une personne qui aura des droits administrateurs auxquels elle peut rattacher aussi d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir également, que ça concerne les dossiers depuis le 1er décembre 2019. Donc, tous les dossiers ayant fait l'objet d'investigation sont consultables sur le site questionnaire risque professionnel QRP. Donc, moi-même, référente employeur de l'assurance maladie, je peux vous accompagner à ce niveau-là, c'est-à-dire créer votre interface, ou bien si vous êtes déjà inscrit, si vous avez oublié votre mot de passe, vous le générez de nouveau. Donc, en effet, en passant par le 3679. Donc là, je vous ai également mis un récapitulatif du site amélie.fr, un lien sur la législation de l'assurance maladie et les démarches de l'entreprise, concernant toujours la partie déclaration d'accident de travail et de trajet, le lien du site Net Entreprise et également le lien du site questionnaire risque professionnel Amélie. Donc, dans la première partie, vous avez vraiment un récapitulatif de tous les formulaires, de toutes les démarches. Et là, vous avez vraiment un récapitulatif pour tous les services en ligne. D'accord. Donc là, avec ma collègue Madame May, nous allons présenter la partie indemnisation accident du travail salarié et travailleurs indépendants. Donc, parce qu'en effet, l'employeur a des démarches déclaratives, mais après, une fois que l'accident est pris en charge, on va expliquer, nous, au niveau de l'assurance maladie, comment ça se passe, les formalités qu'incombent à l'entreprise ou le cabinet comptable, en l'occurrence maintenant pour la partie déclarative au niveau des salaires. Donc, ça se formalise toujours par une attestation de salaire, hein, comme pour l'arrêt maladie, hein, mais cette fois, c'est accident du travail ou maladie professionnelle. Donc là, on a encore une fois remis la référence de l'imprimé, parce que c'est une référence qui peut, vous allez voir, qui peut être renseignée par mes collègues pour informer l'entreprise. Donc, cette attestation de salaire, ce qu'il faut savoir, elle passe par la DSN. Donc, la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. C'est la transmission des attestations de salaire en ligne, mais via le logiciel de paye. Donc là, c'est souvent les cabinets comptables qui ont recours à ce mode de transmission. Après, nous, ici, nous allons mettre l'accent sur le service Net Entreprise. Donc, pourquoi Net Entreprise? Parce qu'aujourd'hui,
une femme d'artisan ou un artisan peut être amené à se connecter sur notre entreprise gratuitement et lui-même faire ses propres attestations de salaire localement. Et c'est via ce mode d'envoi que nous rencontrons différents axes d'amélioration. Et donc là, on voulait vraiment revenir sur certains points. Parce qu'en passant par la DSN, la question se pose beaucoup moins parce que les données sont issues du logiciel de paye et elles sont fiables. Alors que Bien-être entreprise, comme c'est de la saisie, c'est comme si on remplissait le formulaire papier, mais de manière dématérialisée, ça requiert quand même un minimum de connaissances au niveau de l'assurance maladie, de points réglementaires que Madame May va souligner lors de mon intervention. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais vous faire une démonstration aussi de la partie attestation de salaire et après, on va revenir sur elle va revenir sur les points clés. Donc là, je me connecte de nouveau sur le site Net Entreprise. Donc là, en effet, j'ai les accès pour faire l'attestation de salaire. Voilà. Donc là, j'ai l'accès pour effectuer une attestation de salaire. Donc là, on clique sur attestation pour le versement des indemnités journalières. Donc là, j'ai toujours le SIRET de l'entreprise qui apparaît. Donc là, je vais agrandir aussi encore un peu plus la page. Voilà. Là, j'ai le SIRET. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une attestation de salaire, vous avez toujours un accusé de réception logique, donc le format PDF, et vous avez une petite case pour la réception des comptes rendus. C'est-à-dire que nous, une fois que vous faites une attestation de salaire, on la reçoit à J+1 au niveau de l'assurance maladie. Après, une fois que le service prestation en espèces traite l'attestation, il y a des comptes rendus qui sont générés une fois que l'attestation est traitée. Donc là, en l'occurrence, avec le contexte actuel, ça peut prendre quelques jours. Mais c'est très rapide, c'est le moyen le plus rapide. Donc là, comme on peut le voir, nous avons un menu déroulant, arrêt initial. Et après, nous allons sélectionner le type de risque. Donc là, en l'occurrence, on est dans la partie accident de travail de trajet. Et donc là, nous allons faire l'attestation de salaire de Monsieur Dupont-Dupont. Donc, sa catégorie de salarié, c'est le cas général, hein, c'est un salarié mensualisé, c'est classique. Et on va remettre la date d'embauche. Voilà. Et donc là, quand on passe à l'étape suivante, donc tout comme la déclaration d'accident du travail, vous avez différentes étapes qui sont le reflet du document CERFA, le document d'attestation de salaire accident du travail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on fait une attestation de salaire, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la déclaration d'accident du travail, on peut revenir dessus et en cochant rectificatif si on a fait une erreur. Donc, cela nécessite de se reconnecter et de cocher la case rectificative. Donc là, on va mettre la date de l'accident qui est le 29 avril. Date de dernier jour de travail. C'est là où le mois dernier, vous aviez expliqué un petit peu les derniers jours de travail. Ça peut varier selon… Oui, ma collègue Madame va c'était ça. Hein, ouais. va le préciser. Oui, tout à fait. Effectivement, on l'a abordé donc, au dernier webinaire. Donc, cette date de dernier jour de travail est très importante. On vous entend à peine. Je vais me rapprocher. Donc, cette date de dernier jour de travail est très importante puisqu'elle permet de déterminer le salaire de référence. Donc, que ce soit pour les risques professionnels ou que ce soit pour la maladie, la règle est commune. Hein, c'est exactement le même principe. Lorsque le salarié a travaillé le jour de son arrêt, ce jour de travail est celle à indiquer comme date de dernier jour de travail. Lorsque le salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt, le jour du dernier jour de travail à indiquer est la veille. Dans le cadre d'un accident de travail, si l'arrêt débute le jour de l'accident de travail, ce jour-là étant travaillé, c'est bien la date de dernier jour de travail qu'il faut indiquer donc, au niveau de cette rubrique. S'il s'agit d'un accident de trajet, donc par exemple le salarié a eu un accident en se rendant
donc sur son lieu de travail, ce jour-là est considéré comme travaillé. Donc, c'est ce jour-là qu'il faudra indiquer, si l'arrêt débute le jour de l'accident de trajet, donc c'est ce jour-là qu'il faudra indiquer au niveau de l'attestation de salaire. Si pour un même arrêt de travail, vous devez réaliser donc une attestation de salaire au titre des risques professionnels et une attestation de salaire au titre des risques maladie, pour qu'on puisse faire un paiement provisionnel le temps de l'instruction de l'accident de travail, il faudra indiquer la même date sur les deux attestations, sachant que la règle est commune et que c'est exactement le même principe, que ce soit un accident de travail ou que ce soit un arrêt maladie. Donc, en effet, ma collègue Madame May a bien précisé cette notion de date de dernier jour de travail, parce que, par exemple, pour un accident de trajet, les employeurs ont tendance à mettre la veille, parce qu'ils n'ont pas vu leurs salariés, par exemple. Alors qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une journée quand même travaillée, que ce soit accident de travail ou de trajet, que ce soit 5, 10 minutes ou une demi-journée, c'est une journée travaillée. Ce qui signifie que quand il y a une prise en charge, l'indemnisation commencera toujours à partir du lendemain, parce que cette journée-là est due par l'entreprise. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que par rapport au règlement d'indemnité journalière provisoire, ce qu'elle a expliqué, c'est-à-dire qu'au niveau des procédures de l'assurance maladie, aujourd'hui, il y a un accident du travail. Pour avoir une conformité de déclaration, il faut qu'on ait l'attestation pour accident du travail. Après, nous, en parallèle, nous allons réclamer l'attestation de salaire pour maladie. Et en effet, il faut qu'il y ait une uniformité de la date de dernier jour de travail. Il faut que ce soit identique. Parce que nous rencontrons des anomalies dans le sens où il y a une divergence de date de dernier jour de travail. Donc forcément, dans les deux cas, comme la date de dernier jour de travail est nécessaire pour le salaire de référence, donc elle doit être identique. Donc nous, au préalable, il faut bien l'attestation de salaire accident du travail, en parallèle l'attestation de salaire maladie pour qu'on puisse indemniser provisoirement. Après, s'il y a une prise en charge, on effectuera une régularisation. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une attestation de salaire pour accident du travail, donc sur notre entreprise, il est mis génération automatique 1 mois, pour la simple et bonne raison que dans le cadre d'un accident du travail, le salaire de référence est le salaire précédent l'accident. Donc là, en l'occurrence, l'accident a eu lieu le 29 mars, donc ce sera, non, le 29 avril, donc ce sera le mois de mars. Donc, dans quel cas on met saisie manuelle? J'ai vu que vous aviez mis là, sur le précédent. Génération automatique, dans quel cas ça va être marqué saisie manuelle? Alors, pour le cas de travailleurs intérimaires, par exemple, parce que pour les travailleurs intérimaires, comme ils ont souvent une activité discontinue, c'est dès le départ, lors du menu déroulant. Là, j'ai sélectionné salarié mensualisé. Alors que si c'est un travailleur intérimaire, là, ça va me mettre saisie, on va sélectionner saisie manuelle. Les salaires seront différents. Là, j'ai pris un cas général pour faire simple. D'accord, merci. Je vous en prie. Et donc là, comme on a mis le salaire précédent, comme vous pouvez le voir, ça le met en automatique. Donc là, par rapport aux rubriques, il y a marqué date d'échéance de la paye. Donc pour faire simple, on va mettre la date de dernier jour du mois, 31 mars 2021. Au niveau du salaire, donc là, on va mettre un montant brut. Et la part salariale à déduire, donc c'est 21%. Et donc, pour rebondir sur ce que vous présente Mme Kawara, donc par rapport au salaire de référence, donc quand c'est une activité régulière, donc on prend en compte le salaire du mois qui précède donc l'arrêt de travail. Quand c'est une activité discontinue, donc de type intérimaire, on va prendre en compte les 12 mois de salaire qui précèdent l'arrêt de travail. Ce salaire de référence est le salaire brut soumis à cotisation. Donc, lorsque l'entreprise applique un abattement pour frais professionnels équivalent à 10%, c'est le salaire abattu qui est soumis à cotisation qui doit être indiqué donc, au niveau du montant brut. Pour la part salariale, effectivement, c'est 21%. Donc, c'est un taux forfaitaire qui s'applique donc, sur toutes les catégories socio-professionnelles, peu importe le montant réel des cotisations. Donc, justement, par rapport à ce qu'a précisé ma collègue Madame May, sur notre entreprise, il y a une petite rubrique aide. Donc, cette petite rubrique aide, il est bien mis par salariale à déduire du montant brut 21%.
Donc là, une fois qu'on a rempli la ligne, on la valide, on passe à l'étape suivante. Et donc là, en passant à l'étape suivante, comme elle a expliqué par rapport au rappel de salaire et accessoires, avec une périodicité différente de celle du salaire. Donc là, au niveau de la réglementation des risques professionnels, on a la possibilité d'intégrer au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité journalière les rappels, primes, 13e mois qui ont été versés au cours des 12 derniers mois. Donc, le plus simple en tant qu'employeur, c'est d'indiquer au niveau de cette rubrique tous les rappels, primes et 13e mois qui ont été versés au cours des 12 derniers mois. Donc, ce qui est important, c'est d'indiquer la date de versement, la période de référence à laquelle elle se rapporte, le montant brut et le taux forfaitaire de 21%. Et à réception, donc l'assurance maladie procède au calcul pour savoir quelle part de ces sommes peuvent être prises en compte et ajoutées au salaire de référence. Donc, il y a autant de lignes que de Oui. primes, par exemple, c'est ça? Ou il faut tout regrouper sur une même ligne? Non, il faut bien tout différencier puisque chaque prime peut être versée à une date différente et elles peuvent se rapporter à une période de référence différente. D'accord. Donc, il peut être vraiment fait de manière unique sur chaque prime ou rappel. Donc, quand on a cliqué sur valider, en fait, il y a une deuxième ligne qui se crée pour si on veut mettre quelque chose de différent dessus? Et ben, on va voir ça. D'accord. Je vais toujours trop vite. Non, 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 au contraire, hein, là, comme ça. On va mettre par exemple une prime. J'allais poser la même question, en fait. Ah bon? Oui, du 1er mars 2020. Oui, c'est 1er mars 2020 ou 2020 ? Non, par rapport à la périodicité, on va dire que c'est, peu importe, 1er mars 2020 au 28 février 2021. Voilà. En brut. On va mettre quoi, 500 ? Oui, voilà. Les 21%. Toi, tu mets... oui. Donc là, Net Entreprise, le site, le fait de faire une démonstration vous permet aussi de mettre en avant que l'outil, il y a des petites améliorations. Là, ça vous met 20%, alors que légalement, c'est 21%. Donc là, je vous rassure, on peut forcer la validation une seconde fois. Et donc là, en effet, M. Choubou, pour répondre à votre demande, il y a une seconde ligne qui apparaît. D'accord. Voilà. Et donc là, après, en passant à l'étape suivante, donc, il y a une ligne par rapport au maintien du salaire. Si l'entreprise maintient le salaire, oui, non. Donc là, par exemple, on va mettre oui intégralement, c'est un exemple. Et après, ma collègue, Madame May, va nous expliquer le salaire rétabli. Donc, au niveau du salaire de référence, il se peut qu'il ne soit pas complet puisque le salarié, par exemple, vient d'être embauché. Vous pourriez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Le salaire peut ne pas être complet, par exemple, puisque le salarié vient d'être embauché, ou peut-être parce qu'il était absent pour maladie, ou il était absent pour chômage partiel. Donc, au niveau de cette rubrique-là, l'employeur a la possibilité d'indiquer la part du salaire qu'aurait dû percevoir son salarié. Donc, il indique le motif, il indique la période, et il indique le montant brut perdu. Donc, le montant brut perdu qui aurait dû être soumis à cotisation. Et la part des cotisations équivalente à 21%. Donc, ces éléments-là vont permettre donc à l'assurance maladie de pouvoir reconstituer le salaire et calculer l'indemnité journalière sur un salaire rétabli, donc sur le salaire qu'aurait dû percevoir le salarié s'il avait été présent normalement selon les conditions de son contrat de travail. Dès lors que c'est des absences qui sont non justifiées, donc dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de rétablir le salaire puisqu'on prend en compte au niveau du rétablissement uniquement les absences autorisées. Donc là, comme vous l'a expliqué ma collègue, là j'ai mis un motif de maladie. J'ai mis que M. Dupont est en arrêt maladie du 1er mars au 5 mars. Il a perdu 300 € brut et la part salariale est 63 € sur les 300, les 21%. Et donc là, quand on valide, une fois de plus, le système met 20%, mais on peut forcer pour qu'on ait quand même des informations conformes vis-à-vis de l'assurance maladie. Et donc là, il y a une autre ligne, c'est si un second motif d'absence. Donc là, on passe à l'étape suivante.
Donc là, Je vais encore poser une question parce que c'est vrai que je ne suis pas technicien, moi je suis que juriste. On force si légalement c'est 21%, comment on peut forcer à 20%? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'est 21%, c'est 21%. je sais bien, mais c'est qu'on a encore des axes d'amélioration sur le site Net Entreprise. C'est des remontées qui sont faites au niveau national. Normalement, ça devrait être 21%. D'accord. C'est juste que le site, il y a encore des réajustements à faire. Mais c'est le déclarant qui va indiquer le montant. Donc, s'il calcule 21%, il peut mettre le montant qui correspond à 21% dans la case, non? Tout à fait, mais nous, notre système nous met un message d'accueil alors que normalement, ça ne devrait pas lieu d'être. C'est au niveau de la Caisse nationale, c'est en cours d'amélioration. D'accord, OK. Pour que ce soit vraiment conforme. Parce que, comme vous pouvez le voir dans le texte, il est bien mis. Alors, attendez, je vais retourner en arrière. Dans la rubrique aide, on est d'accord que normalement, même c'est 21%. Oui, je l'avais vu tout à l'heure, oui. C'est 21%. Donc là, pour l'avant-dernière partie, l'employeur demande une subrogation. Donc la subrogation, c'est le fait que les indemnités journalières soient versées sur le compte de l'entreprise et non à l'assuré. Donc là, soit vous mettez oui, soit vous mettez non. Par exemple, le cas où il y a une subrogation, on va mettre oui. Là, ici, il y a les références bancaires, donc ce n'est pas forcément la peine de nous les fournir si l'assurance maladie les a déjà. Et ici, vous allez mettre la période. Donc, comme l'accident a eu lieu le 29 avril et que, par exemple, M. Dupont a un arrêt de 15 jours et que sa convention lui permet un maintien de salaire de 3 mois, on va mettre une période de 3 mois. Parce qu'à l'issue des 15 jours, on ne va pas se limiter à 15 jours s'il y a une prolongation derrière. C'est-à-dire que si l'entreprise limite à 15 jours et que derrière, il y a une prolongation qu'on a versée à l'assuré au lieu de verser à l'entreprise, les informations vont se croiser. C'est-à-dire que si la convention nécessite un maintien de salaire pendant 3 mois, le mieux, c'est de mettre les 3 mois, comme ça l'entreprise a anticipé et être sûre de recevoir les indemnités pendant cette période-là. Donc là, l'arrêt, par exemple, débute du 29 avril 2021, comme on a vu à la date de l'accident, jusqu'au 29 juillet 2021. Donc, même s'il a un arrêt de 15 jours, au moins, à chaque prolongation, on est garanti que pendant 3 mois, les indemnités seront versées sur le compte bancaire de l'entreprise. Après, s'il y a une reprise de travail, ça se stoppera la reprise de travail, bien entendu. Et là, ça évitera les régularisations. Ouais, donc là, je vois que il n'y avait pas d'astérisque, ce qui veut dire que la saisie de la durée de subrogation n'est pas obligatoire, c'est ça? non, c'est pas ça, c'est qu'elle est propre à chaque entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, chaque employeur a des conventions collectives qui sont différentes. Donc, un salarié aura peut-être des droits de 3 mois, un autre 6 mois, donc c'est propre à l'entreprise. Et si la période n'est pas remplie? Et ben, après, il met non, tout simplement, hein, s'il n'y a pas de subrogation. Tout Mais si simplement. tu coches oui, l'employeur aura obligation de mettre des dates, c'est ça? Oui. Ok, merci. Donc là, dans Parcourir, l'entreprise peut joindre aussi les bulletins de salaire ou un relevé d'identité bancaire de la société, par exemple, si on n'en a pas connaissance. Parce que ce n'est pas le fait de juste remplir l'IBAN qui fait que nous, on va prendre cet élément-là. Il faudra aussi qu'on ait une pièce comptable, à savoir le relevé d'identité bancaire. Donc là, cette attestation, en passant à la dernière étape, on a le visuel de l'attestation de salaire qui est rempli avec tous les éléments de salaire. Comme vous pouvez le voir. Donc là, on imprime ou on enregistre et toujours le mot « oui » pour valider pour qu'on ait le visuel de l'accusé de dépôt à l'écran. Donc là, ça y est, une fois que l'attestation est transmise, contrairement à la déclaration, on peut revenir dessus en faisant rectificatif si on se rend compte qu'on a fait une erreur. Donc là, aujourd'hui, des artisans qui vont faire localement leur attestation via papier, là, aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont la possibilité de le faire en ligne. C'est exactement le reflet du document papier. Et donc, cet accusé de dépôt, ils peuvent soit l'imprimer ou l'enregistrer. Donc, nous, cette attestation, en 2 minutes, elle est faite, on le reçoit à l'assurance maladie. Et donc, ça évite aussi les délais postaux, ça évite aussi la manipulation du papier, c'est injecté dans nos logiciels également.
Donc, au niveau des points clés à retenir sur la réalisation de l'attestation de salaire pour les risques professionnels, donc la référence S6202. Donc, au niveau de la date du dernier jour de travail, qui est une date qui est très importante pour déterminer la période de référence. Donc, le principe à retenir, le salarié a travaillé le jour de son arrêt, c'est la date de dernier jour de travail, puisque c'est le jour qui est travaillé. Le salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt, la date de dernier jour de travail sera la veille. S'il s'agit d'un accident de trajet, le jour de l'accident est considéré comme travaillé. Donc, si son arrêt débute le jour de son accident de trajet, c'est bien le jour de l'accident de trajet qu'il faut indiquer comme date de dernier jour de travail. Pour permettre le paiement d'un provisionnel en maladie lorsque l'accident de travail n'est pas pris en charge immédiatement, donc l'employeur réalise une attestation de salaire au titre maladie. Donc, la date de dernier jour de travail qui sera portée sur l'attestation de salaire accident de travail et sur l'attestation de salaire maladie sera la même, puisque la réglementation est commune. Au niveau du salaire de référence, donc c'est le salaire brut soumis à cotisation du mois qui précède l'arrêt de travail. En cas d'abattement pour frais professionnels équivalent à 10%, c'est le salaire brut abattu qui est soumis à cotisation, donc c'est bien ce salaire-là qu'il faut indiquer sur l'attestation de salaire. En cas d'absence autorisée, le salaire doit être établi par l'employeur pour pouvoir avoir un salaire complet pour le calcul de l'indemnité journalière. Si au cours des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail, il y a eu des rappels ou des primes, ils doivent être indiqués sur l'attestation de salaire pour qu'on puisse, au niveau de l'assurance maladie, prendre en compte la fraction équivalente concernant le calcul de l'indemnité journalière. Et le taux forfaitaire de cotisation est de 21% et s'applique pour toutes les catégories socioprofessionnelles. Au niveau de l'indemnisation, le montant de l'indemnité journalière évolue au cours de l'arrêt de travail. Au cours des 28 premiers jours de l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est équivalente à 60% du salaire brut. À partir du 29e jour d'arrêt jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est majorée et elle correspond à environ 79% du salaire brut, puisqu'il y a eu le taux forfaitaire de 21% qui a été appliqué sur le salaire brut soumis à cotisation. Lorsque le montant de l'indemnité journalière est calculé, il y a les prélèvements sociaux, donc CSG et RDS, qui sont déduits de l'indemnité journalière brute. Donc, au niveau de l'indemnisation, le premier jour, donc le jour de l'accident de travail, n'est pas indemnisé puisqu'il est à la charge de l'employeur. Mais ce jour-là est le dernier jour de travail, donc il n'y a pas d'indemnisation par l'assurance maladie. Et l'arrêt de travail est indemnisé jusqu'à la guérison ou consolidation de l'accident de travail. Donc après, là, il est vrai que ma collègue a bien expliqué le principe d'indemnisation. Je tenais aussi à préciser qu'au niveau des salariés, ils peuvent croire qu'en accident de travail ou de trajet, on est à 100%. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un salarié est assujetti à un employeur qui a une convention collective, c'est la convention qui complète. Et surtout quand l'entreprise perçoit les indemnités donc par le terme subrogation. Donc après, il est vrai que pour eux, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont un maintien de salaire, alors que derrière, il y a tout un mécanisme d'indemnité journalière et aussi de complément par le biais d'une complémentaire d'une assurance derrière. Donc, ce n'est pas systématique. Et ça, c'est propre à chaque convention, c'est propre à chaque entreprise. Donc, il peut y avoir un maintien de salaire dès le premier jour, ou au bout de 3 jours, ou au bout d'une semaine. Donc, ça, c'est très aléatoire. Mais il faut savoir qu'en accident de travail ou de trajet, voilà l'indemnisation, comme elle a pu l'expliquer Madame May, mais ce n'est pas 100%. Après, si les salariés derrière ont une couverture qui leur permet d'avoir un maintien de salaire, c'est quelque chose de complémentaire en tout cas. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'habitude est de dire, c'est ce qui se dit, en accident de travail, on ne perd rien. Alors, c'est vrai pour les soins, effectivement, pour ce qui est des soins, on ne perd rien puisqu'on ne fait pas l'avance des frais.
dans la limite, bien sûr, du tarif de la sécurité sociale, parce que s'il y a des dépassements, évidemment qu'on va être amené à les payer. Ça peut arriver aussi, il faut se méfier de ce genre de surprise. Et pour le salaire, c'est aussi, là, c'est différent, comme vous le disiez avant. Comme on le disait avant, c'est qu'on a une période d'indemnisation de 28 jours au cours de laquelle on est à 60% du brut seulement. Après, effectivement, on passe à 80% ou 79% du brut, c'est-à-dire l'équivalent du salaire net. Alors, concernant les travailleurs indépendants, donc un travailleur indépendant peut avoir un accident durant donc, son activité professionnelle. Donc, à savoir que le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants ne comprend pas la prise en charge des risques professionnels. Ils seront pris en charge en cas d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. Donc, ils n'auront pas d'indemnité journalière au titre des risques professionnels, mais leur arrêt de travail sera indemnisé au titre des risques maladie. Donc, il suffit juste qu'ils nous envoient donc, leur avis d'arrêt de travail, que ce soit réalisé au titre des risques professionnels ou au titre des risques maladie, et la prise en charge sera réalisée dès le premier jour, selon les modalités qu'on avait vues lors du dernier webinaire. Donc là, je vous ai remis un récapitulatif de mes coordonnées, donc toujours en passant par le 3679. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez un accompagnement pour être inscrit sur notre entreprise ou bien sur le site questionnaire risque professionnel, que je vous accompagne vraiment à effectuer l'inscription avec les codes, des démonstrations, que je vous envoie tous ces éléments-là par mail, n'hésitez pas à me contacter. Donc, la plateforme téléphonique laissera un message et je vous recontacterai en conséquent. Et puis, pour toute démarche telle que, par exemple, la notion de réserve, si vous ne le faites pas le jour de l'accident, vous avez de nouveau, ou même tout autre type d'information, vous avez les coordonnées de l'assurance maladie de l'Aube au 113 rue Étienne Pédron à Troyes. Et nous vous remercions une fois de plus donc, de nous avoir invités à ce café juridique pour donner l'information complète à vos adhérents, en tout cas. Bah, écoutez, c'est nous qui vous remercions parce que c'était fort bien expliqué, c'est complet, c'est pratique, c'est aussi ce qu'on recherche aussi, parce que faire partager aux adhérents déjà des connaissances qu'ils n'ont pas forcément, mais surtout de pouvoir les accompagner dans leur démarche pratique. Donc, je pense que l'objectif, il est atteint. On n'a pas de questions. J'ai vu qu'il y avait Lucille qui nous suivait, donc depuis le départ. Non, Lucille, pas de questions? A priori, tout a été clair? Non, merci. Bon, donc tout a été clair, c'est très bien. Très bien, très bien. Donc, merci encore pour votre intervention. Je vous dis à une prochaine.